Bienvenue, aujourd'hui on explore une idée séduisante, le savoir pour tous, accessible, sans barrière. Et les MOOC, ces fameux cours en ligne, ouverts et massifs, ils sont apparus un peu comme la solution miracle. Exactement. La promesse était énorme. Mais voilà, quelques années plus tard, on se pose la question, est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que c'est la révolution qu'on attendait dans l'éducation? C'est une excellente question. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça. On va voir ce qu'est un MOOC, leur histoire rapide, avec les grands noms comme Coursera, Edz, Khan Academy avant eux-mêmes. Oui, les pionniers. Comprendre pourquoi ils sont nés, cette idée de répondre à la massification, et puis les défis, surtout ce problème d'abandon, les taux qui sont parfois très hauts. Le gros point noir, souvent. On regardera aussi les différentes approches, XMOOC versus CMOOC, les plateformes comme edX ou Moodle. On fera un petit détour par l'Algérie avec Dual et le projet ENASUP. Un cas intéressant, oui. Et puis, on va zoomer sur un élément essentiel, la vidéo pédagogique. Comment on la fabrique, mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne pour apprendre? C'est clé, en effet. Notre but, c'est de saisir un peu les enjeux de cette transformation numérique, de la stratégie globale à la pratique, quoi. Parfait. Bon, alors, commençons simple. MOOC, ça veut dire Massive Online Open Courses, cours en ligne ouvert et massif. L'idée, c'était de rendre accessibles des cours universitaires, souvent de très bon niveau, partout dans le monde, et gratuitement ou presque. C'est ça. L'explosion, on l'a vu au début des années 2010, même si, comme vous disiez, il y avait des choses avant. On a vu Coursera, Udacity et puis edX, lancé par le MIT et Harvard en 2012. Des poids lourds? Ah oui, carrément. Et ça a pris une ampleur phénoménale très vite. edX, par exemple, aujourd'hui, c'est des dizaines de millions d'apprenants, des milliers de cours utilisés par quasiment toutes les meilleures universités mondiales. C'était une réponse techno à un besoin d'accès à l'éducation et puis une vitrine incroyable pour ces institutions. Une vitrine, oui, mais avec ce fameux problème, les taux d'abandon. On lit parfois 90%. C'est énorme, non? Comment on explique ça? C'est le défi majeur et c'est complexe. D'abord, qui dit ouvert et massif dit une population d'apprenants hyper hétérogène. Les motivations, les niveaux, le temps disponible, c'est très variable. Oui, rien à voir avec une promo en amphi. Exactement. Dans un cours physique, il y a une certaine pression sociale, un rythme collectif. Là, on est seul face à son écran. L'autodiscipline qu'il faut, elle est immense. Beaucoup s'inscrivent juste par curiosité. Et lâche l'affaire assez vite. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est que cette facilité d'accès se heurte directement à la difficulté de rester engagé sur le long terme. C'est presque inhérent au modèle, en fait. D'accord. Et du coup, on fait quoi pour essayer de limiter la casse? Pour garder les gens? On cherche, on expérimente la gamification ou ludification, intégrer des points, des badges, des classements. C'est une piste. Rendre ça plus jeu? Oui. Ou les serious games, carrément des jeux conçus pour apprendre. On parle aussi d'environnement immersif, de réalité virtuelle. Mais au fond, le vrai enjeu, c'est de créer une expérience pédagogique qui soit vraiment captivante. Pas juste un cours filmé. Et justement, cette expérience pédagogique, elle diffère selon le type de MOOC, non? On parle de CMOOC et de XMOOC. C'est quoi la distinction? C'est vraiment la philosophie d'apprentissage qui change. Les XMOOC, c'est les plus fréquents, ceux des grandes universités sur edX, Coursera. C'est centré sur le contenu. L'expert transmet son savoir via des vidéos, des textes, et on valide avec des quiz. C'est un modèle assez descendant. Classique en somme. Assez classique, oui. Les MOOC, eux, c'est basé sur le connectivisme. L'idée, c'est que le savoir, il se construit dans le réseau entre les participants. L'apprentissage vient des interactions, du partage, de la co-création. C'est beaucoup moins structuré, plus décentralisé, ça demande plus d'autonomie. Deux approches bien distinctes. Et les outils, les plateformes comme edX ou Moodle, elles correspondent à ces modèles, justement. Elles ont des orientations, oui. edX, c'est clairement taillé pour le XMOOC, pour diffuser à très grande échelle, souvent en mode chacun son rythme self-paced. C'est fait pour des milliers, des millions de personnes. Ok. Du coup, c'est plus un environnement d'apprentissage complet pour une communauté précise qu'une plateforme de diffusion de masse. Donc, le choix de l'outil reflète une intention pédagogique. Ce n'est pas juste technique. Et l'apprenant, s'il va jusqu'au bout, il gagne quoi? Une reconnaissance? C'est un point important, ça. Souvent, on a une attestation de suivi gratuite qui dit juste « j'étais là ». Pour quelque chose de plus formel qui valide les compétences, il y a l'attestation de réussite vérifiée. Et là, c'est généralement payant. Ah oui.
Et on voit de plus en plus des micro-masters ou même des diplômes entiers bâtis sur une série de MOOC. C'est une façon de valoriser ces parcours, de les monétiser aussi pour les universités. Mais là, les coûts peuvent grimper, évidemment. Logique, le modèle économique évolue. Vous parliez de contextes nationaux. L'Algérie a lancé une initiative Dual, Digital University of Algeria. C'est quoi exactement? Alors, Dual s'est présenté comme la première université numérique en Afrique, une initiative portée par le ministère algérien de l'enseignement supérieur. L'idée n'est pas nouvelle, mais ça s'est concrétisé ces dernières années, notamment avec la formation de milliers d'enseignants à la création de MOOC. D'accord, une vraie volonté politique derrière. Et le but, c'est quoi? Un des projets emblématiques sur Dual, c'est ENASUP. Ça veut dire enseignants en anglais au supérieur. L'objectif est très précis, aider les enseignants-chercheurs algériens à atteindre le niveau B2 en anglais. Pourquoi l'anglais spécifiquement? Pour booster l'enseignement en anglais dans les universités et surtout la publication scientifique internationale. C'est crucial pour la visibilité de la recherche. Donc, ils ont développé toute une série de MOOC sur les compétences linguistiques. C'est un super exemple d'utilisation des MOOC comme outil stratégique national. Très clair. Ça montre bien comment un outil peut servir une vision politique. Revenons au cœur du MOOC, la vidéo. C'est souvent l'élément central. Sa création passe par plusieurs étapes, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour que ça marche, pour qu'on apprenne avec? Oui, on liste souvent pré-production, production, post-production, diffusion. C'est un bon cadre. Mais le plus important, c'est la cohérence pédagogique à chaque étape. Et là, la pré-production, la planification, c'est absolument clé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire bien planifier concrètement? Ça veut dire penser apprenant avant tout. Découper le contenu en petits morceaux digestes, on apprend mieux par petites bouchées en ligne. Scripter chaque vidéo très précisément pour être clair, concis. On dit souvent une page de script bien aéré, c'est 3-4 minutes de vidéo, pas plus. Ah oui, c'est court. C'est court, penser accessibilité, sous-titres, transcription, et surtout anticiper ce que l'apprenant va faire après la vidéo. Quelle activité pour ancrer? Quel quiz? C'est aussi choisir le bon format. Juste une capture d'écran, le prof face caméra, une animation. Si on rate cette étape, on risque de faire une vidéo jolie, peut-être, mais pas efficace pour apprendre. Et on explose les délais et les budgets. Le script, le découpage, l'anticipation? D'accord. Et pour l'enregistrement, la production elle-même, plutôt fait maison ou studio pro? Les deux ont leur place. Le do-it-yourself, le DIY, avec une tablette ou un ordi et un bon micro externe, ça peut être super efficace et économique. Surtout si l'enseignant est à l'aise. L'ordinateur est souvent plus souple pour gérer plusieurs sources. Et le son est crucial, j'imagine. Plus important que l'image, souvent. Un bon son, une image stable, bien éclairée, ça suffit parfois. La production pro, en studio, ça apporte une qualité technique supérieure, c'est sûr. Ça peut aider à la crédibilité, mais ça ne garantit pas une meilleure pédagogie si la prépa était mauvaise. Le choix dépend des moyens, du cours, du public. Et la post-production, le montage, c'est juste pour couper les E et les ratés? Pas seulement. C'est essentiel pour donner du rythme, pour améliorer la clarté. On corrige les couleurs, le son. On peut ajouter des mots-clés à l'écran, des petits graphiques, des animations pour illustrer ou souligner un point. C'est vraiment pour rendre la vidéo plus fluide, plus dynamique, plus pédagogique aussi. Et j'imagine c'est là qu'on vérifie que le message passe bien? Exactement. L'équipe pédagogique revoit le montage, demande des ajustements. Et puis, il y a l'aspect technique. La compression vidéo, avec des codecs comme le H264. C'est indispensable pour que les vidéos soient légères et faciles à charger en ligne. Compris. On fait aussi la distinction entre les vidéos de contenu pur et les vidéos de présentation, les about videos. Pourquoi c'est différent? Parce que l'objectif n'est pas le même. La vidéo de contenu, elle est là pour transmettre le savoir. Elle doit être précise, structurée, s'insérer dans une séquence avec des activités. La vidéo marketing, ou about vidéo, elle doit donner envie. La bande-annonce en quelque sorte. C'est exactement ça. Elle est courte, 1 à 3 minutes, dynamique. Elle doit répondre vite fait à pourquoi je suivrai ce cours, qu'est-ce que ça va m'apporter, qui sont les profs. On utilise plus du visuel sympa, de musique. D'accord. Et pour celui ou celle qui doit se mettre devant la caméra, l'enseignant, des conseils pour être bon? Au-delà de la technique, c'est un exercice particulier, oui. Avant, c'est crucial de répéter son script, si possible devant quelqu'un pour avoir un retour. Et être en forme, ça se voit. Pendant l'enregistrement, des vêtements unis, c'est mieux. Regardez l'objectif de la caméra, vraiment, comme si on parlait à une personne. Créer un lien?
Oui, utiliser un prompteur si on peut, ça aide à ne pas lire ses notes. Mais surtout, le ton. Il faut que ça sonne naturel, conversationnel, pas un cours magistral récité. Sourire, mettre de l'énergie, ça passe vraiment à l'écran. Et pas de stress. Si on se trompe, on s'arrête, on respire, on reprend la phrase au début. Ça se coupe très bien en montage. C'est rassurant. Finalement, tout ce travail sur la vidéo, comment on s'assure qu'il sert vraiment à l'apprentissage? Qu'il n'est pas juste là pour faire joli? C'est la question. Une vidéo, aussi parfaite soit-elle techniquement, elle n'est efficace que si elle s'intègre dans une vraie démarche pédagogique. 1. Elle doit être courte et ciblée sur un objectif précis. 2. Elle doit être suivie d'activités. Des activités? Oui, qui obligent à réfléchir, à appliquer, à vérifier qu'on a compris. Il y a des outils comme Edpuzzle qui permettent même de mettre des questions dans la vidéo pour la rendre interactive. C'est pas mal ça. Ah, intéressant. Et puis, fournir un résumé texte de la vidéo, c'est très utile. Ça aide à retrouver l'info, ça convient à ceux qui préfèrent lire, et ça renforce la mémorisation. Utiliser des animations, des schémas, ça aide aussi beaucoup à visualiser, donc à comprendre. Si on relie ça à ce qu'on disait au début, le but c'est vraiment de dépasser la simple transmission pour aller vers une vraie construction de savoir chez l'apprenant. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a vu d'un côté ce potentiel immense des MOOC pour démocratiser l'accès au savoir, avec des stratégies institutionnelles derrière, comme Dual en Algérie. Oui, la vision macro. Et de l'autre côté, on a vu tout le travail de fourmi, presque artisanal et très réfléchi, qu'il faut pour créer des contenus, notamment vidéo, qui soient vraiment efficaces pour apprendre et pour engager. C'est un peu le grand écart, oui, entre la promesse de la masse et la nécessité d'une pédagogie quasi individualisée, ou du moins très soignée. Exactement. Et ça soulève une question importante pour la suite, je trouve. On l'a beaucoup tourné autour de la vidéo, des quiz, des forums. C'est un peu le modèle dominant aujourd'hui. Mais face à ce défi de l'engagement qui reste et de l'apprentissage vraiment profond pour tous, quelles sont les prochaines pistes ? Mhm. Est-ce qu'on va aller vers des modèles pédagogiques radicalement neufs, peut-être basés sur des projets collaboratifs à très grande échelle, ou sur une IA qui adapte vraiment le parcours à chacun, ou des simulations, des mondes virtuels plus poussés? La question reste entière. Comment on passe de l'accès universel, qu'on a plus ou moins atteint, à l'efficacité universelle de l'apprentissage en ligne? Ça, c'est le prochain défi.